Salut, ici Maps! Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines, mais je faisais des petits tests non crédibles et j'étais passée sur Babelio parce que j'ai remarqué qu'il y a une fonction de recommandation de livres en fonction d'un livre spécifique. Et à ce moment-là, je m'étais bien amusée à rechercher mes plus récents coups de cœur de l'année dernière et je trouvais ça bien intéressant ce que Babelio me suggérait en fonction de ces livres-là. Mais au-delà du fait que c'était bien divertissant et intéressant, j'ai finalement décidé de lire les suggestions de Babelio et de vous en jaser. Donc, la première lecture que j'ai faite, elle est inspirée d'un de mes romans préférés des dernières années, soit 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini, une fiction historique qui se passe en Afghanistan, plus précisément à Kaboul. Donc, 1000 soleils a été une de mes très bonnes lectures et lorsque j'ai mis ce titre dans le module de recherche de Babelio, je suis arrivée avec beaucoup de suggestions de fiction historique forcément, mais la première suggestion, c'était un autre roman historique, une fiction historique d'une autre autrice. La perle et la coquille de Nadia Hachimi. Je n'avais jamais lu cette autrice, je me suis pas vraiment informée de quoi il était question, mais aujourd'hui, on va faire la comparaison entre les deux œuvres et je vais vous dire, selon moi, est-ce que c'était une bonne suggestion ou non. La perle et la coquille se passe à Kaboul en 2007. Donc, on va suivre deux femmes. On a une femme au présent. En fait, au début, c'est une jeune fille qui se nomme Rahima. Et on va avoir aussi dans un deuxième temps, en alternance, mais pas de manière constante, Shekiba, qui était son arrière-arrière-grand-mère. Donc, on va voir son histoire à elle. Ici, de quoi il est question? Ben, c'est tout simplement les droits et libertés des femmes à Kaboul autour de 2007. On parle de la condition féminine en général, de ce qu'une femme est, de ce qu'une femme peut faire en suivant la vie de ces deux femmes-là dans des moments spécifiques. Mais il y a un concept que je ne connaissais pas à l'intérieur de ce roman-là, qui est le concept de bachaposh, soit des femmes qui vont se transformer en garçons pour être plus libres et pour aider leur famille. Par exemple, s'il n'y a pas de garçons, si la famille n'a pas eu d'enfants garçons, ben parfois ça rend les choses vraiment très difficiles. Donc ça, c'est de ça qu'il est question dans ce livre-là. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'ai pas le choix de vous parler des deux ouvrages pour vous expliquer exactement ce que j'en ai pensé. J'ai lu 1000 soleils splendides assez récemment, puis les deux sujets sont vraiment très proches. On est à Kaboul. Ici, on l'est un petit peu avant les années 2000. Ici, on est 2007 et plus, quoique Shekiba, elle est dans le passé. On a tous les deux des romans qui parlent de la condition des femmes à Kaboul / Afghanistan dans une époque semi-similaire. Et ce sont deux romans aussi avec deux voix de femmes. Donc, il y a quand même beaucoup de similarités dès le départ et la couverture. Rapidement, ce sont deux ouvrages qu'on a vraiment envie de comparer. Est-ce que ce roman-là, pour moi, a eu moins d'impact parce que j'ai lu celui-là en premier? Possiblement. Est-ce que ça fait la même chose si on lit lui en premier puis on lit l'autre après? Je ne sais pas, c'est pas ça qui s'est passé. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que rapidement, je me suis trouvée à voir 1000 soleils splendides au travers de La perle et la coquille. Et je trouvais que dans La perle et la coquille, on nous disait beaucoup de choses, mais on les ressentait moins que dans 1000 soleils splendides. Au départ, j'ai eu un petit peu plus de difficulté à embarquer dans cette histoire-là que dans cette histoire-là. La perle et la coquille, par contre, il y a quelque chose de plus lumineux dans cet ouvrage-là. Il y a quelque chose aussi de plus synthétisé, de moins lourd au niveau de l'historique et de la politique. 1000 soleils splendides, c'est l'inverse. Il est quand même très dense, il est très noir, très dur. Les droits de la femme diminuent au travers de ce roman-là. Et le contexte politique, le contexte historique est vraiment très bien décrit, puis parfois, ben, j'avais pas les clés tout à fait pour bien comprendre les passages de pouvoir entre les divers groupes et tout. Donc ici, on s'y attarde quand même beaucoup moins, c'est plus facile à cet aspect-là.
Dans Mille soleils splendides, les destins des deux femmes se relient, donc ça devient comme une histoire, tandis qu'ici, mais forcément, on est dans le passé puis on est dans le présent. Il n'y aura pas de lien outre le fait qu'ils ont peut-être une histoire commune de batch à poche. Donc c'est pour ça que je suis un peu mélangée. Je vois des forces à cet ouvrage-là. Je pense que si on n'a pas lu vraiment beaucoup sur la condition des femmes en Afghanistan, on est peut-être mieux de commencer avec La perle et la coquille que de commencer avec Khaled Hosseini pour la complexité du tout. Mais au niveau du cœur, au niveau du récit, à quel point c'est troublant, je trouve que Mille soleils splendides le rend mieux. Maintenant, est-ce que Babelio a fait une bonne recommandation? Si vous avez lu Mille soleils splendides, vous aimerez La perle et la coquille? Je pense que oui. C'est une bonne suggestion parce que, foncièrement, si vous avez aimé Mille soleils splendides, la thématique principale qui est la condition de la femme en Afghanistan, bien, vous allez exactement retrouver ça ici. Est-ce que après Mille soleils splendides, vous allez apprécier autant La perle et la coquille? Ça, j'ai tendance à dire que non. Je pense que si vous avez lu celui-là, vous allez aimer Mille soleils splendides, mais je pense que de l'autre sens, il y a peut-être une petite déception parce que c'est pas aussi prenant. L'expression le chaud dont tel, ben, il est un petit peu plus présent pour La perle et la coquille, beaucoup plus deep, beaucoup plus investi, même si dans ces deux ouvrages-là, on parle de sujets similaires, même si les deux femmes dans chaque roman ont des destins puis il se passe des situations vraiment horribles et tragiques, on le ressent plus ici puis on est plus investi. Donc oui, je pense que c'est une bonne suggestion. Je pense qu'il y a un ordre à respecter. La question, c'est est-ce qu'après avoir lu ce roman-là, vous voulez vraiment lire un autre livre qui est calqué presque exactement sur le même sujet et la même période? Là, ça va dépendre de vous, mais j'avoue que un aspect différent peut-être de la condition féminine aurait été intéressant. Ici, il y a l'aspect batch à poche, mais quand même, c'est pas mal le seul qui distingue les deux ouvrages. Oui, la recommandation de Babelio, elle était bonne. Ce sont deux ouvrages qui ont beaucoup en commun, qui sont importants et qui vont de pair. Donc, si vous avez apprécié un, j'ai aucun doute que vous allez apprécier l'autre, parce que forcément, vous avez apprécié les thématiques et c'est la thématique qui ressort le plus fort de ces deux ouvrages-là. Mais il y a quand même des petits bémols par rapport à ça, sauf que c'est probablement une des recommandations qui est la plus juste. Ça va être difficile de compétitionner pour la force de cette recommandation-là. J'avais dit à Babelio que j'avais beaucoup aimé le roman d'Isoline de David Turgeon en 2024. Et il m'a suggéré, suite à ça, de lire Des femmes savantes de Chloé Savoie-Bernard. Et j'étais quand même très curieuse parce que le roman d'Isoline, c'est une bibite. Donc, qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il relie dans l'algorithme de Babelio le roman d'Isoline avec Des femmes savantes? De quoi ça parle, ce livre-là? Attends un petit peu, c'est une bonne question. En fait, tous les chapitres sont très différents et ont des angles différents, mais ce qui les relie, c'est la narratrice. C'est toujours, je pense, la même femme que l'on suit, mais à des moments différents, dans des situations différentes. Parfois, elle est célibataire, parfois, elle est avec quelqu'un, parfois, c'est sur ses réflexions du moment, parfois, c'est sur son mal-être de vivre. Parfois, c'est sur des enjeux par rapport à notre identité. Parfois, c'est en lien avec des enjeux que l'on vit suite au fait qu'on est femme, suite au fait qu'on est racisé, qu'on n'a pas la couleur de peau blanche. Il y a plein de petites choses. Chaque chapitre est sa petite réflexion en soi, mais je peux pas vous donner un résumé linéaire de ce qui se passe. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Une chance que c'est court. Une chance que c'est court parce que j'étais pas tant investie dans ce roman-là. Rapidement, je me suis demandé c'était quoi l'objectif, qu'est-ce que l'autrice voulait nous dire, où est-ce qu'elle voulait aller, c'était quoi sa direction. On dirait que je le sentais pas, je le voyais pas. C'était un peu des choses que j'avais déjà lues ailleurs, peut-être plus étoffées, peut-être mieux développées. Donc, j'avais beaucoup de petits enjeux par rapport à ce roman-là. Je n'étais pas tant investie. Je le lisais, puis ça allait, mais j'avais pas le coup de cœur pour l'écriture, j'avais pas un coup de cœur pour les réflexions, j'avais pas un coup de cœur pour les protagonistes. J'avais un petit peu de misère à me retrouver dans ce roman-là.
Tu sais, ça n'a pas vraiment été une lecture marquante pour moi. Puis là, l'autre aspect de tout ça, c'était la comparaison entre ce roman-là et le roman d'Isoline. Le roman d'Isoline, c'est un roman qui parle d'obsession, c'est un roman qui parle d'intelligence artificielle, c'est un roman qui est un petit peu méta aussi, le livre dans le livre. Et il n'y avait rien de tout ça dans ce roman-là. Il y a pas vraiment mention d'obsession plus que, tu sais, déraisonnable. Il n'y a pas d'aspect méta, le livre dans le livre. Il n'y a pas d'aspect d'intelligence artificielle ou, tu sais, de rapport à l'écriture ou de rapport à l'écriture, à la maison d'édition et tout ça, au processus d'écrire. Donc, j'étais comme, je comprends pas, outre le fait que ce sont deux romans québécois, je vois vraiment pas le lien entre les deux. Donc, je peux pas vraiment m'étendre plus longtemps sur le lien entre les deux, mais définitivement, la recommandation de Babelio, en fonction du roman d'Isoline, de cet ouvrage-là, Des femmes savantes, c'est un flop. Le Miraculé de William S. Mercier, un récit publié chez Le Cartanier. Pourquoi je l'ai lu? En fait, il y a deux livres qui ont fait partie de mes coups de cœur l'année dernière qui m'ont mené jusqu'à ce livre-là. Alors, faisons le trajet. La version qui n'intéresse personne, je l'avais mis dans la barre de recherche de Babelio, et on m'avait suggéré Mélasse de fantaisie de Francis Ouellette, que j'ai lu. C'est un parallèle particulier. La version qui n'intéresse personne, puis Mélasse de fantaisie, ils ont comme ressemblance d'être des ouvrages quand même assez lourds, mais Mélasse de fantaisie, il y a beaucoup de lumière dans un contexte très lourd. Tandis que la version qui n'intéresse personne, c'est très lourd et ça fait très mal. Donc, je sais pas, tu sais, je vois des petits liens, mais pas tant que ça. L'écriture dans Mélasse de fantaisie, elle est vraiment exceptionnelle, mais c'est un mélange de mots inventés, de mots très québécois et aussi un genre de français international, tandis que dans la version qui n'intéresse personne, c'est une plume magnifique, mais qui garde quand même un certain français international. Donc, là, j'avais déjà lu Mélasse de fantaisie, ce n'est donc pas le livre que je voulais vous présenter aujourd'hui, mais le deuxième livre, lorsqu'on a lu la version qui n'intéresse personne, c'est Le Miraculé. Et il était aussi suggéré pour un autre roman. Donc, j'avais mis dans la barre d'informations que j'avais beaucoup aimé Tout me revient maintenant de Jean-Michel Fortier. Le livre qu'on me référait directement après, c'est Poudreuse de Sophie Lalonde-Roux. Déjà, le lien entre ces deux ouvrages-là, ben lui, c'est un vraiment bon feel-good. Poudreuse, ça commence pas comme un vraiment feel-good, ça commence comme plusieurs coups de pelle d'en face. Mais la deuxième partie, il y a quelque chose, je sais pas si j'irais dans le feel-good, mais il y a quelque chose de plus lumineux. Donc déjà, ces deux ouvrages-là, les comparer, j'étais incertaine. Et le deuxième ouvrage qui allait de pair avec Tout me revient maintenant, c'est Le Miraculé. Donc, Tout me revient maintenant, Le Miraculé, la version qui n'intéresse personne, Le Miraculé. Parlons en premier du Miraculé, de ce que j'ai pensé de ce récit-là, puis après ça, je vous dirai si je trouve que les liens sont bons ou pas. Le Miraculé, c'est l'histoire presque autobiographique, en fait, c'est son récit, c'est son histoire, à William S. Mercier, qui a eu un accident dans sa tendre enfance, puis il y avait un morceau de colonne qui s'est déplacé, puis s'il y avait eu quoi que ce soit impact minime, ça aurait fait que, genre, ça aurait touché la colonne, il aurait été mort, là. Tu sais, ça aurait été vraiment la fin très rapidement, mais lorsqu'il y a eu des échographies et tout ça, plus jeunes, ils s'en sont pas rendus compte, ou peut-être que ça s'est déplacé après, puis ben forcément, il n'a pas fait de radiographie juste pour le plaisir. Donc, c'est à l'âge de 15 ans, je crois, qu'il s'est rendu compte qu'il fallait qu'on l'opère maintenant, parce que s'il y avait impact sur sa tête ou quoi que ce soit, c'en était fini de lui. Donc, c'est son histoire. C'est une histoire relatée par des faits. Donc, il nous raconte des petites anecdotes, des petits moments où il y a eu des accidents dans sa vie, où il y a eu, qui s'est cassé quelque chose, qui s'est fait mal, et aussi l'incident principal qui a fait en sorte qu'il a failli mourir. Ce livre-là, je trouve vraiment qu'il se lit bien.
ça se lit comme le récit comme un long accident de char que j'avais lu l'année passée, qui était un peu le même concept, mais sur les deuils de sa famille. Ici, ben, on est sur les blessures du personnage principal, de l'auteur. Donc, je trouve que si j'avais à faire un parallèle, je dirais surtout, si vous avez aimé Comme un long accident de char, vous allez aimer Le Miraculé. Je me suis sentie dans la même bulle, une écriture facile, fluide, ça coule de souche. On n'est pas dans les grandes émotions, on est dans le factuel, on est dans le « laissez-moi vous raconter qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, tel moment, tel moment, tel moment », puis c'est tout. Ça ne se veut pas chargé. Donc, moi, j'irais plus dans cette comparaison-là. Je vous avouerai que j'ai préféré la deuxième moitié. Au début, je cherchais c'était lequel l'incident principal, ou en tout cas celui qui a fait en sorte qu'il a failli mourir pendant 10 ans, parce qu'il nous racontait plein de petites choses. Puis là, j'étais comme, OK, mais c'est lequel, là, le plus important? C'est lequel qui s'est passé, qui a eu une incidence sur tout le reste, ou en tout cas, qui aurait pu avoir incidence sur tout le reste? Puis une fois que ça a été bien établi, bien là, c'est ça, j'étais plus dans la deuxième moitié, puis la deuxième moitié, je l'ai vraiment lu jusqu'à la fin. J'ai trouvé ça intéressant. Un livre qui m'a bouleversée, qui m'a chamboulée, non, mais ça se lit bien, puis on passe un bon moment à savoir qu'il a survécu à quelque chose d'assez improbable. Et là, la comparaison, là, c'est là que ça va moins facilement. Je pense qu'entre la version qui n'intéresse personne et Tout me revient maintenant, il y a plus de similarité, de similitude avec Tout me revient maintenant à cause du volet un petit peu doux. T'sais. Le récit, en discutant avec mon ami Sylvain, c'est vraiment plus basé sur les faits. C'est pas tant pour nous faire vivre énormément d'émotions. Le roman, habituellement, plus, mais celui-là, vu que c'est feel good, on n'est pas là pour vivre des grosses douleurs, des grosses émotions en montagne russe. Donc, il y a quelque chose que je vois plus de similaire dans ces deux ouvrages-là. Quoique ici, on est vraiment plus dans le bonbon puis dans le passer un bon temps, tandis qu'ici, on suit sa vie puis ses péripéties. La version qui n'intéresse personne et Le Miraculé, là, j'ai beaucoup plus de mal à faire des liens parce que la version qui n'intéresse personne, c'est une brique, c'est un roman de 400 pages de vie excentrique, hors norme. On n'est pas dans la légèreté, on n'est pas... Ben, il y a des faits, mais c'est l'émotion qui prend énormément de place. L'écriture aussi, qui est vraiment importante. Ici, l'écriture sert à nous raconter l'histoire, mais elle n'est pas magnifique, elle n'est pas exceptionnelle. C'est pas ça qui va faire en sorte qu'on se souvient du livre, alors que c'est ça qui fait en sorte qu'on se souvient de la version qui n'intéresse personne. Donc, ce regroupement, ce duo-là, si vous avez lu la version qui n'intéresse personne, vous allez aimer Le Miraculé. Là-dessus, je n'achète pas. Genre, je vois vraiment pas le lien. En fait, je pense que si vous lisez la version qui n'intéresse personne, puis vous avez adoré ça, c'est pas lui que je vous recommanderais de facto, mais tout simplement. Donc, oui, et non, on. Parce que j'avais beaucoup aimé Exa de Gabriel Filto-Shiba, Babelio croit que j'aurais dû lire par la suite Noir deux tons de Sébastien Gagnon et Michel Lemieux. Je vous ferai pas trop languir, en fait, je vous ferai pas languir du tout. Je l'ai abandonné à 32 pages. En fait, le signet est encore là. J'ai commencé à le lire, l'histoire de deux gars qui habitent au lac Saint-Jean, qui sont couvreurs de toiture. Mais vu que j'ai lu uniquement 32 pages, je ne peux pas vous en dire plus. Par contre, l'écriture, le sujet, comment c'était amené, j'étais ultra désintéressée. Genre, je lisais ça comme tu lis une liste d'épicerie, des listes de numéros de téléphone, comme complètement pas là, complètement pas investi. Et par la suite, j'ai comme fait un genre de post, une story sur Instagram. Puis il y a comme 3-4 personnes qui m'ont dit qu'ils l'ont abandonné ou qu'ils l'ont terminé de peine et de misère. Puis j'étais comme, vous savez quoi? Ça me dit, arrête ça tout de suite. Je me suis dit intérieurement, tu pourrais le reprendre, puis comme juste t'assurer que j'ai aucun goût de le reprendre après mes 32 pages et après les commentaires de plusieurs personnes que je considère leurs avis. Donc, c'est terminé. Là, par contre, j'ai pas énormément d'éléments pour faire la comparaison.
Mais déjà, l'écriture, on n'est vraiment pas du même calibre, on n'est vraiment pas à la même place. Et ici, on est vraiment... Moi, j'ai comparé ça à un livre chest bra, tu sais, un livre de bro. Puis ici, on est vraiment plus dans la sororité, dans le groupe de femmes. Puis on pourrait dire un petit groupe de gars, un petit groupe de femmes. Oui, mais ça n'a pas du tout la même vibe, on s'entend? Puis en 2025, des groupes de gars, ben, c'est des boys clubs, puis on a peut-être assez entendu parler, tu sais. On peut peut-être passer à quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on lit pas si souvent, une réflexion différente, des idéologies différentes de groupes de femmes que ce qu'on a déjà entendu de white dude pas mal toute notre vie. C'est une petite critique sociale par-ci par-là, mais moi, là, à part genre que ça se passe dehors, que la part de la nature-ish est très importante, je vois vraiment pas comment on peut aimer ce livre-là et aimer lui par la suite. Genre, c'est deux univers complètement. Complètement. Venez me voir si vous avez lu les deux puis vous avez apprécié. Si vous voulez me faire mentir, mais pour vrai, j'ai la misère à le croire. Dernier ouvrage, j'ai lu Poudreuse en 2024 et j'ai beaucoup apprécié. Donc, on a refait une petite loupe qu'on avait déjà faite parce que qui dit Poudreuse dit comme suggestion Tout me revient maintenant. J'ai lu Tout me revient maintenant, donc je suis allée à la deuxième suggestion. Et celle-là, ma foi, elle était un petit peu plus particulière. Donc, Petite ville de Melika Abdelmoumen que je n'avais pas lu. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. En premier, de quoi ça parle, Petite ville? On est avec Mia, la majorité du temps. On va suivre Mia qui nous raconte un petit peu sa vie. Mia, elle est née dans un petit village assez difficile. Elle a été abandonnée par sa mère et recueillie par une dame, une travailleuse sociale qui se nomme Annick. Mais elle a aussi recueilli Simon, qui lui a perdu ses parents dans un incendie qui a fait 14 victimes, dont ses deux parents. Et donc, c'est ça, elle a eu comme frère adoptif Simon. Simon, au tout début du roman, on va découvrir qu'il est mort et on va essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ce n'est pas un livre qui est porté par l'action, dans le sens qu'on a ce détail-là au tout départ, puis on va avoir les réponses à la fin. Donc, ça fait un peu polar, mais sans nécessairement être à la recherche d'indices tant que ça. Mais au fur et à mesure du temps, ben, on va découvrir des choses, on va avoir plus de révélations et on va parcourir aussi le passé qui va nous donner différents indices, différents éléments. C'est un roman qui est davantage une critique sociale. C'est un roman dans lequel on est vraiment avec les personnages, plus particulièrement Mia. Mais il y a aussi un deuxième point de vue. Donc, les pages grises, ce sont des extraits de journal de Simon, des extraits des archives, des documents, des vidéos qui ont passé à la télévision. Ben, la majorité du temps, ou presque, c'est Simon. Il y a parfois son némésis Renaud Michel qui fait partie de ça. Donc, il y a comme cette alternance-là entre Mia et Simon / Renaud Michel. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? Je vous avouerai qu'au départ, j'avais une certaine appréhension. Je l'ai vu passer, je pense qu'il a été nominé pour le prix des collégiens ou le prix des libraires l'année passée. Mais on n'a pas énormément entendu parler de ce livre-là. Et j'ai lu des nouvelles de cette autrice, mais je la connais pas tant que ça. Donc, j'avais certaines appréhensions, puis pour vrai, j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Je l'ai beaucoup aimé. Je pense pas qu'il y avait beaucoup d'éléments au préalable qui semblaient favorables pour qu'on s'apprécie mutuellement. Et en plus, je l'ai vraiment lu dans un temps où j'avais pas beaucoup de temps pour lire, donc c'était comme une page par-ci, par-là. Puis malgré tout, j'étais vraiment investie, j'étais vraiment comme intéressée, puis j'aimais ce que je lisais, ça restait imprégné en moi. Donc ça, c'était des bons éléments. Mais je pense que pour moi, le principal élément qui m'a amenée dans cet univers-là, c'est Mia. Mia, c'est un personnage vraiment bien développé, vraiment très complexe, qui a une vie pas facile, qui fait des choix douteux, qui va perdre la garde de sa fille. Donc, c'est vraiment un personnage là,
en teinte de gris, qui a pas du tout un parcours parfait, qui n'est pas parfaite, mais je l'ai vraiment beaucoup aimée rapidement. Je voulais un peu comme la prendre sous mon aile. Je voulais que ça aille mieux. J'étais vraiment là avec elle. Je sais pas comment dire autre que c'est ce personnage-là qui m'a fait aimer le roman Petite Ville. Puis tu sais, à un certain moment, je savais plus trop c'était quoi le but du livre. On dirait que je doutais qu'on allait avoir les réponses sur la mort de Simon, puis c'était quoi comme l'objectif de ce roman-là, mais ça me dérangeait pas tant que ça parce que j'appréciais tout le temps les moments que je passais avec Mia, tous les chapitres que c'était elle, la protagoniste principale, je les lisais puis j'aimais vraiment beaucoup ça. Donc c'est ça, personnage vraiment bien développé, particulièrement Mia, mais je trouve qu'on a fait un effort particulier pour être en teinte de gris. J'ai vraiment l'impression que l'autrice a beaucoup de compassion pour son personnage Mia, puis que dans d'autres romans, un personnage avec ce parcours-là, avec ces enjeux-là aujourd'hui, on y aurait beaucoup plus tapé sur la tête. Ça aurait vraiment sonné plus moralisateur et jamais dans ce roman-là, j'ai ressenti ça. J'ai vraiment ressenti juste de l'amour, de la compassion, puis un désir qu'elle aille mieux, tu sais, malgré les hauts et les bas et tout ça. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant comme point de vue. C'est une critique sociale, ce roman-là. On va parler de Petite Ville, qui est un endroit avec beaucoup de pauvreté, beaucoup de violence, aussi beaucoup de personnes racisées. Et on va parler des enjeux qui sont actuellement là, des riches qui veulent démanteler cet endroit-là, qui pensent avoir des solutions de riches, qui pensent comprendre qu'est-ce qui se passe là. C'est vraiment une critique sociale vraiment très intéressante. Il y avait beaucoup de phrases qui m'ont interpellée. Puis, je trouve qu'il y avait vraiment un bel équilibre entre différents points de vue parce qu'on a entre autres René Michel, qui est le némésis de Simon, lui qui se fait le porte-parole de Petite Ville, puis de son village natal, puis de ces personnes-là démunies à plusieurs niveaux. Donc, j'aimais beaucoup cette conversation entre les deux parce qu'on avait différents points de vue. On avait aussi le point de vue, parce que René Michel, il vient de Petite Ville aussi, mais on dirait qu'il est comme complètement déconnecté de la réalité maintenant. Donc, tout ça, j'ai trouvé ça très bien. C'est pas un roman d'action. Comme je vous disais, c'est polar, oui, certainement, peut-être, mais on ressent pas l'urgence de découvrir et de savoir qu'est-ce qui va se passer. Il faut se laisser porter par d'autres choses. La fin est très satisfaisante. Ça, j'ai beaucoup apprécié parce que pendant un petit bout, je doutais là, qu'on allait avoir des réponses. Mais là, on a toutes les réponses à nos questions. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Mais pendant un petit moment, j'ai eu un doute que ça allait se passer. Donc vraiment un yay pour les thématiques, un yay pour les personnages, un yay pour l'écriture. Ça se lit vraiment très bien. Un très bon rythme de lecture lorsque tu as le temps puis tu peux l'investir. Le rythme aussi favorisé par les échanges dans le journal de Mia, puis avec les archives. Donc, vraiment, ça a été une très belle découverte pour ma part. Là, une petite comparaison. Est-ce que si j'ai aimé Poudreuse, je vais aimer Petite Ville? Là, encore une fois, je vous avouerai que je cherche un petit peu le lien. Parce qu'il y a une seule chose, peut-être, que je pourrais voir en commun avec les deux. Mais ici, on est vraiment dans une critique sociale. C'est pas tant le cas dans Poudreuse, mais dans la deuxième partie de Poudreuse, il y a vraiment un élan de compassion pour son personnage qui vit des trucs pas faciles. Puis ici aussi, comme je vous mentionnais, c'est ça qui ressort le plus du parcours de Mia puis de comment on la suit. Mais je trouve que c'est un lien très ténu. C'est très petit comme lien. Sinon, ben, Poudreuse, ça se lit super rapidement. C'est un coup de poing en pleine face, puis après ça, on essaie de guérir. Ici, il y a quand même une certaine constance par rapport à tout ça. C'est beaucoup plus réflexif. Tu sais, ça n'a pas un désir de nous faire mal, même si forcément la réalité est difficile puis fait mal, mais j'ai pas l'impression que c'est ça le procédé utilisé. Dans Poudreuse, c'est pas nécessairement le développement psychologique des personnages qui était au devant de ça. Ici, vraiment. L'écriture, ça allait, mais forcément, lui, on est dans un roman plus chunky, plus imposant. Donc, l'écriture est quand même plus remplie, plus pleine, plus importante dans sa présence, dans sa quantité, mais aussi dans le propos et tout ça. Donc, je sais pas. Le parallèle, je le trouve
quand même assez faible entre les deux ouvrages. À part genre que les deux ils ont été nominés pour le prix des libraires, je pense. C'est comme... Je suis pas sûre de tout ça. Fait que au final, je suis pas certaine qu'on peut tant que ça se référer aux prescriptions littéraires de Babelio, à prendre avec un énorme grain de sel. Je sais pas exactement ce qu'il recherche pour faire des prescriptions littéraires ou pour faire des liens entre les livres. Le premier, c'était facile, là, 2 romans historiques dans le même pays, à peu près à la même époque, mais pour tous les autres, je peux pas dire que c'est la thématique. Je pense que c'est là qu'il aurait dû miser, là, selon moi, là, pour faire des références. T'sais, si vous avez lu ce livre-là, lisez ce livre-là. J'ai l'impression, en tout cas moi, que j'irais plus dans les thématiques ou en tout cas peut-être sinon dans une vibe si, tu sais, il y a cet aspect-là qui est particulier. Mais j'ai l'impression qu'à toutes les fois, c'était un peu pour des raisons différentes. La majorité du temps, plus des flops que des tops. Mais bon, c'est pas grave. Le but, c'était d'expérimenter. Puis c'est pas parce que je trouve que les liens étaient pas tout à fait corrects que ça m'a empêché de découvrir de bons romans et de faire des bonnes lectures. Ça, pas du tout. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.